Eh bien, bonjour et bienvenue dans Divergence Politique. Divergence Politique, aujourd'hui, on a la chance, encore une fois, de recevoir Florian Philippot. Bonjour Florian, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Eh bien, merci à vous d'être parmi nous. On va parler d'un sujet un peu triste, ceci étant. On va parler du scandale Betaram. Alors, la fille aînée du Premier ministre François Bayrou a annoncé ces derniers jours qu'elle a été effectivement victime, notamment de violences physiques extrêmement graves de la part du personnel enseignant de Betaram. À aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 plaintes qui ont été déposées. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'affaire? Est-ce qu'elle prend éventuellement même un tournant avec, je dirais, l'apparition dans le dossier de la fille du Premier ministre français? Est-ce que ça change la donne ou est-ce que ça amplifie même éventuellement la résonance du dossier? Oui, ce qui amplifie la résonance du dossier, d'abord, c'est l'ampleur de l'horreur. Enfin, on se demande ce qu'était cet établissement qui a fait des centaines de victimes, de gens qui étaient vraiment tabassés. Enfin, on ne parle pas d'une petite tape avec la règle sur le bout des doigts. On parle de baffes, enfin, de coups de poing, de coups de pied, et puis de violences sexuelles qui ont déjà émergé dans les années 90, mais qui là sont massives. Tout un système qui était organisé. Enfin, même avec maintenant, on apprend des gens extérieurs à l'établissement qui venaient se fournir. Enfin, on est vraiment dans un réseau, en fait. Et c'est ça qui est en train d'apparaître manifestement dans l'enquête. C'est absolument épouvantable. Mais c'est vrai que l'implication de la fille de François Bayrou, de son prénom Hélène, je crois, donne une résonance particulière parce qu'elle a fait une interview chez Mediapart où elle a en réalité contredit son père et elle l'a balancé. Parce que son père avait toujours dit qu'il n'avait pas vu le juge d'instruction Mirande, enfin qu'il l'avait croisé au détour d'un chemin, je reprends ces termes, quelques minutes pour parler du dossier, mais pas plus. Et le juge Mirande, sous serment, en commission d'enquête parlementaire, a dit non, on s'est vu chez moi pendant des heures, on en a parlé précisément, il était informé de tout. Témoignage confirmé d'ailleurs par un gendarme qui était sur l'enquête et qui dit c'est confirmé par mes collègues gendarmes, donc ça fait quand même beaucoup de monde, tout ça sous serment. Et là, la fille dit si, moi je me souviens de cet entretien, effectivement. Alors elle essaie de dédouaner son père en disant il doit plus s'en souvenir. Bah voyons. Je puisse oublier ce genre de choses. Voilà, donc je ne sais pas si elle l'a fait une bourde ou si c'était volontaire ou si elle croyait aider son père, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est plutôt mauvais pour lui parce qu'il va être convoqué, il est convoqué le 14 mai prochain en commission d'enquête parlementaire, il sera sous serment. Donc soit il maintient sa version contre sa fille, contre un juge, contre des gendarmes et tout, et il ment, probablement, sous serment, ce qui peut avoir des conséquences pénales très importantes pour lui, soit il change de version et donc il démontre qu'il avait menti avant. Donc quoi qu'il arrive pour lui, c'est pas bon. Quoi qu'il arrive pour lui, à la fin, c'est pas bon. Alors effectivement, sa fille avait a indiqué, en tout cas dans sa prise de parole, elle a même réagi dans un livre qui a été écrit par l'un des rapporteurs de la commission d'enquête, justement, et elle a indiqué qu'effectivement son père était rentré un soir, donc son père, François Bayrou, était rentré un soir en disant qu'il s'était entretenu avec le juge en charge de l'affaire, mais qui était tenu par le secret judiciaire ou le secret d'enquête. Voilà, donc, mais il avait indiqué à sa fille qu'il en était en tout cas informé. Ce qui est une accusation. Alors, ce qui n'est pas une accusation de sa fille, effectivement, je pense que c'est une maladresse de sa part à l'encontre de son père, mais qui devient naturellement une accusation extrêmement grave contre François Bayrou. Alors, rappelons que François Bayrou, à l'époque des faits, était donc ministre, était ministre de l'Éducation nationale. Donc, en plus, la personne la plus concernée sur le dossier, et également président du Conseil général. Donc, véritablement, toutes les plus hautes fonctions pour être quand même informées de quelque chose qui paraissait déjà à l'époque dans certains médias, puisqu'on a des archives télé de 1998
qui notifie justement la question des enquêtes sur l'établissement. Donc là, ça sous-entend qu'on aurait même pas un premier ministre, un ministre de l'Éducation qui ne regarderait même pas la télévision sur un cas aussi grave que celui-ci concernant son propre ministère, donc, et en plus sa propre région. Bref, Bayrou, vous l'avez rappelé, Florian Philippot, Bayrou était donc éventuellement informé dès 98, lui nie lettre. Il pouvait même avoir, d'après certains, opéré des interventions sur le dossier. C'est ce que dit notamment le gendarme, enfin l'un des gendarmes qui est en charge de l'enquête, qui a déclaré cela, qu'il y aurait eu des interventions de la part de Bayrou dans le cadre du dossier. Le rapporteur de la commission d'enquête, lui, ne parle pas d'intervention, mais il dit que Bayrou était informé. Il y a donc témoignage désormais de sa fille. Vous le rappelez, le 14 mai, on est dans une situation où François Bayrou va devoir, devant l'Assemblée nationale, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, eh bien, dire sous serment les choses. Quel est l'impact politique que ça peut avoir? Mais, si vous voulez, moi, la fable d'un François Bayrou, vous l'avez rappelé, président du Conseil général, il a été maire de Pau, il est aujourd'hui ministre, notable, bien, très, très implanté, très connu dans la région depuis des décennies. Et cet homme n'aurait ni vu, ni su, ni connu, ni entendu, ni deviné quoi que ce soit depuis père d'élève. Et sa femme fait le catéchisme là-bas. Donc, tout ça n'est pas crédible une seconde. Donc, à un moment, soit il passe aux aveux, je ne sais pas s'il peut le faire, mais en tout cas, la pression devient de plus en plus forte parce que il n'est pas concevable une seule seconde, et vous avez rappelé, même la presse locale et nationale en avait parlé déjà à l'époque. Et je rappelle quand même que à l'époque, celui qui aujourd'hui a coécrit ce livre et qui anime, fédère les victimes, eh bien, a été dénigré par tout le système, y compris jusqu'à M. Candessu, qui a dirigé le FMI, qui avait eu ses enfants là-bas, ou qui est passé lui-même là-bas, je ne sais plus, et qui avait dit non, il faut arrêter, c'est un très bon établissement, etc. Bon. Donc, on était vraiment dans une chape de plomb. Donc, la conclusion, c'est que, je ne vois pas comment les parlementaires dits d'opposition, peuvent toujours refuser de voter une motion de censure contre Bayrou. Enfin, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, rien que pour ça. Là, on est dans un mensonge d'État qui concerne quand même les enfants. On est quand même sur aussi des histoires de pédocriminalité, réseau. Donc, je veux dire, on est quand même sur des choses gravissimes. Donc, soit on fait croire que ce sujet-là est très important et on agit en conséquence et on censure le gouvernement. Il y a 1000 autres raisons pour le censurer. Mais enfin, déjà celle-là, oui. Et un mensonge d'État. Et non, ils ne veulent pas. C'est complètement hallucinant. Les députés socialistes et RN ne veulent pas censurer. Ça ajouté au reste, je ne sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Et deuxième conséquence, moi, la réflexion que j'ai, c'est, mais toutes ces histoires, quand même, il y a toujours un problème de chape de plomb. Je vais vous parler d'un autre dossier, le dossier Epstein. On apprend avant-hier le suicide de Virginia Giuffre, enfin, je ne sais pas comment très bien on prononce son nom, mais qui était la victime bien connue, qui avait d'ailleurs balancé Epstein, et le frère du roi. Et qui d'ailleurs s'est entraîné à la disgrâce de ce prince, parce que pour l'affreux dossier Epstein, dont on ne connaît encore qu'un dixième de ce qui doit être su, et j'espère que Trump tiendra sa promesse là-dessus d'ouvrir tout le dossier. Mais enfin bon, c'est long quand même. C'est long pour une ouverture de dossier. Non, c'est long et je crois, non, mais honnêtement, je pense qu'honnêtement, c'est compliqué, mais que Kash Patel, qui dirige le FBI, et la responsable, la procureure générale, dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais qui est très, très compétente aussi, font tout. Mais je pense, vous savez, quand vous êtes sur des années de constitution d'un État profond qui bloque tout à tous les niveaux, c'est pas si simple, je pense. Voilà. Après, j'espère qu'ils feront le maximum et qu'ils iront jusqu'au bout de la divulgation. Mais elle s'est suicidée, entre guillemets. Elle avait laissé un message sur les réseaux sociaux il y a quelques années en disant « Si un jour je me suicide, sachez que c'est faux ». Voilà. On a ressorti le message. Bon, il y a eu beaucoup de suicides dans cette affaire. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, après tout. Bon. Oui, mais là, il y a une épidémie quand même de gens qui, dans cette affaire, veulent se donner la mort. Mais je remarque le point commun, pour revenir à notre affaire, c'est qu'il y a chape de plomb. De plomb. Est-ce que vous entendez encore parler de l'affaire Didi? Non. On n'entend plus parler. Pourtant, elle est énorme, épouvantable. Et vous voyez, c'est toujours comme ça, chape de plomb. Et quand vous avez jusqu'au chef de gouvernement en France qui ment sur un dossier aussi grave,
vous ne pouvez pas être optimiste, quoi. Enfin, Enfin, on a un président qui ment sur d'autres dossiers, donc oui, non, mais le mensonge est le le constitutif de leur mensonge gouvernement. le mensonge est finalement inclus dans l'action gouvernementale depuis des années. Justement, alors c'est très important, c'est même leur principe de gouvernement. Leur principe c'est ce que j'allais vous demander. C'est véritablement ce sur quoi je voulais qu'on aille comme question. C'est finalement, est-ce que le gouvernement, notamment Macron, on voit la ministre Borne, etc., qui est extrêmement mesurée. On a vu qu'effectivement, à l'intérieur, les différents ministres qui se sont succédés ont été quand même extrêmement mesurés, extrêmement tempérés sur la question. On n'entend quasiment pas parler. Est-ce qu'on est en train d'étouffer volontairement cette affaire Betaram, ou en tout cas de l'atténuer médiatiquement? Oui, il y a déjà 30 ans d'atténuation en fait, parce qu'il y a des choses qu'on sait depuis 30 ans. Or, je précise quand même qu'on parle ici de gamins qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je veux dire, on est vraiment sur quelque chose de très glauque, quoi. Oui, probablement. D'ailleurs, ça ne fait pas autant de bruit que ça devrait en faire. Et la presse, à part Mediapart, qui pour le coup a mené l'enquête et a sorti des choses, honnêtement, j'ai pas vu grand-chose d'autre, à part des reprises de dépêches, bon, de temps en temps, mais j'ai pas vu grand-chose dans la presse française. Et je ne suis pas certain qu'après le 14 mai et l'audition de Bayrou, il se passera grand-chose. Alors qu'encore une fois, il suffirait de déposer et de voter une motion de censure pour que il se passe quelque chose. Vous voyez, parce que ce serait un acte politique très fort, le renversement du gouvernement. Sur ça et sur le reste, il est loin d'avoir que ça qui justifie une motion de censure. Ne serait-ce que les 40 milliards d'euros que Bayrou veut aller chercher dans les poches des Français, alors qu'on est en train de filer des milliards supplémentaires à Zelensky et encore plus à l'Union européenne. Rien que ça aussi, ça justifie évidemment la censure 150 fois. Mais 2 milliards qui n'étaient ça rejoint ce que je vous disais. Ça rejoint ce que je vous disais sur les autres affaires, c'est que ces affaires sont souvent quand même mises sous le boisseau et souvent on voit qu'il y a une stratégie de matelas médiatique où on n'en parle plus beaucoup, c'est étouffé. Vous voyez, je trouve que celle-ci ne fait pas exception. Je ne suis pas certain que dans un mois, on en parlera encore beaucoup. Alors, il ne faut pas lâcher le morceau, c'est tout. Mais ça, c'est le rôle d'une opposition parlementaire. Mais on n'en a pas en France, on n'a pas d'opposition parlementaire. On est un pays qui n'a pas d'opposition parlementaire, il faut quand même le comprendre. Quand ils ne sont pas en vacances physiquement, parce que là, ils viennent de rentrer de vacances. Ils ont 5 mois par an de vacances, je le rappelle, 5 mois par an. Et c'est eux qui vont faire la leçon ensuite aux grévistes et à d'autres professions. Et par ailleurs, même quand ils ne sont pas en vacances, leur opposition est quand même en... C'est quand même... Non, mais c'est pour ça qu'il faut... C'est aux Français de reprendre la main sur leur pays. On en revient toujours à la même conclusion. C'est aux Français de reprendre la main sur leur propre destin. Alors, vous avez dit dans cette interview, finalement, Bayrou doit passer aux aveux. Est-ce qu'il devrait même démissionner? Ne serait-ce qu'à titre, je dirais, anticipatif d'une éventuelle décision juridique qui pourrait le dédouaner. D'ailleurs, il faut toujours considérer que tant que la personne n'a pas été jugée, elle est présumée innocente. Mais est-ce qu'à titre préventif, en tout cas, où il devrait apporter sa démission et pouvoir défendre justement son honneur, s'il estime devoir avoir à le faire, et se défendre juridiquement sans avoir la fonction de Premier ministre de l'État français? Bien sûr, c'est évident, mais la démission, l'acte de démissionner suppose d'avoir de l'honneur, de tenir à sa réputation ou à des convictions. C'est ça le motif d'une démission. Vous avez des démissions dans l'histoire pour des convictions. Par exemple, Chevènement a démissionné quand il était contre la guerre d'Irak en 91, il était ministre de la Défense. Il a démissionné quand il était ministre de l'Économie contre le tournant de la rigueur en 83. Donc, si vous voulez, c'est quand vous êtes motivé par l'honneur de vos convictions ou votre honneur de votre réputation personnelle. Bon. Mais quand vous êtes Bayrou et que toute votre carrière démontre que vous êtes l'inverse de la démission, parce que lui, il a cherché des démissions au pluriel, des missions plus ou moins fictives, toute sa vie, en tout cas des salaires, des mandats, des postes, toute sa vie. Bayrou, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle le parasitage politicien. Toute sa carrière. Toute sa carrière a été recasée de poste en poste. Le plus récent, avant Premier ministre, c'était être à la tête du commissariat au plan. Tout le monde le dit, c'est pas que moi. Il y a des articles de presse qui disent que le bilan est proche de zéro.
Il a fait ça toute sa vie, si vous regardez. Donc, comment imaginer que cet homme, d'un coup, va agir autrement à l'inverse de ce qu'il a fait? Il s'est toujours accroché, donc il va chercher à s'accrocher. Voilà. Donc, il faudra le décrocher. Et pour le décrocher, ça s'appelle la motion de censure. Vous voyez, j'essaie d'être très logique. Je ne crois pas une seule seconde que cet homme soit capable de ce genre d'acte. Il ne l'a jamais fait dans sa carrière. Il a fait l'inverse toute sa carrière. Donc, il ne fera pas cela. Donc, c'est à nous de le débrancher. Voilà. Alors, pour le débrancher, il faut, à mon sens, quand même, qu'il y ait une action ou un soutien des médias. C'est-à-dire que l'action politique n'est rarement suffisante. Vous l'avez dit, probablement, malheureusement, le 14 mai ou le 15 mai, on se réveillera avec finalement une impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Peut-être ce qui peut faire avancer les choses, c'est les réactions des médias. Or, curieusement, on a véritablement l'impression qu'il y a une omerta, j'utilise le mot d'omerta, qui se noue dans tous les médias français de grand chemin, ce que j'appelle les médias mainstream, sur la défense de ce Premier ministre et du gouvernement Macron. Parce que finalement, si Bayrou venait à tomber pour l'affaire Betaram, la question aussi du traitement par certains ministres du gouvernement Macron depuis quelques années sur la question peut être aussi remise en cause. En tout cas, pas de leur responsabilité, mais en tout cas pour un défaut d'action. Oui, les grands médias, sur tous les sujets gênants pour le pouvoir, sont toujours aux abonnés absents, sauf que quelques rares exceptions. Donc là, si vous voulez, je ne suis pas très surpris, ils sont dans la norme. Est-ce que vous avez vu les médias lancer en France une enquête sur le patrimoine de Macron qui a disparu? Non. C'est pourtant très intéressant. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Investigation Off, qui fait des dossiers, qui a fait un très gros dossier, qui a fait des millions de vues. Moi, je l'ai partagé, mais c'est les seuls. Et ce sont des journalistes indépendants. Est-ce que vous avez vu en France des enquêtes ouvertes sur les sujets gênants sur le Covid, aller gratter comme ils l'ont fait en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis? Absolument pas. Donc, nous n'avons, quand je vous dis qu'on n'a pas d'opposition, je dois aller plus loin. Nous n'avons pas de contre-pouvoir en France. Et ça dépasse l'opposition parlementaire. Nous n'avons pas de contre-pouvoir, ni politique, ni judiciaire. On a bien vu ce que donnait le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel aujourd'hui, ni médiatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en face? Ça veut dire qu'on doit tout faire à leur place. C'est pour ça que, regardez, sur le dossier de la guerre, les oppositions ne bougent pas. Elles laissent passer au Parlement européen comme à l'Assemblée nationale. J'ai redonné les votes, par exemple, du RN. C'est confondant de complicité. Il s'abstient systématiquement en laissant passer tout ce qui va vers l'Ukraine. Eh bien, ce sont les généraux et les militaires qui ont lancé une tribune la semaine dernière avec place d'armes pour bouger. Et c'est nous qui organisons encore hier des manifestations partout en France et la manif nationale à Paris qui a réuni beaucoup de monde. Encore plus vos manifestations commencent à faire beaucoup de bruit, effectivement. Là, on avait TMC qui était là. Et j'ai eu le droit aux mêmes questions que complément d'enquête. Mais vous faites la propagande russe, etc. Alors, je me suis dit, c'est marrant parce qu'ils ne sont pas très originaux. Je me suis dit, c'est marrant, ils ne venaient pas avant. Là, il commence à y avoir beaucoup de monde, on commence à les voir venir. On a été attaqué sur France 2, France 5, Le Parisien, tout ça. Je me dis, c'est bon, ça veut dire qu'on dérange. Donc, ça veut dire que ça sert à quelque chose, vous voyez. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est en fait, là, ce sont les généraux, les militaires, formidable tribune, initiative qu'on a signée, relayée partout. Nous, nos manifs et tout le reste, vous, journalistes indépendants, vous et d'autres chaînes et d'autres médias, on est en train de constituer une contre-société par rapport à une société officielle qui s'effondre dans l'indignité et dans la complicité de la trahison, c'est-à-dire la fausse justice, les faux médias et la fausse opposition parlementaire. On est en train de créer la nouvelle France, en quelque sorte. Il faut bien que les gens soient conscients de ça. C'est à l'état aujourd'hui d'écosystème d'ébullition, mais c'est vers ça que l'avenir ira. C'est évident, c'est là qu'il y a l'avenir. Et je suis assez fier qu'on y participe. Moi, pas simplement moi, je veux dire tous, c'est un nous collectif. Mais il ne faut pas lâcher le morceau, il faut y aller très très fort, il faut aller sur tous les sujets. Vous voyez, donc on part de Betaram et on en arrive à une réflexion politique avec un P majuscule. Comment on refait une société française, un peuple français conscient de ses intérêts et réellement politique. Donc c'est le Make Friends Great Again qu'il faut recréer. Je rappelle, on va même pouvoir le dire en français, redonner à la France sa grandeur. Ouais, vous avez parlé d'investigation. Je rappelle qu'on avait reçu Michel Collomb en début de mois d'avril pour parler de Gaza. Donc, je renvoie les gens sur cette vidéo. Pour les médias, pour finir et faire vraiment un clin d'œil, Florian Philippot, avant que vous nous parliez un petit peu de votre actualité, je remarque quand même que nos médias de grand chemin français étaient très actifs sur la question Epstein. Mais ça, c'était aux États-Unis.
lorsqu'on arrive en France, curieusement, il n'y a plus personne pour parler des sujets qui fâchent. Donc, quand c'est à l'étranger, ça fait du buzz, on fait des missions 24/24. Quand c'est le territoire national, là, par contre, silence, on ne pipe plus mot. Alors que sur l'affaire Epstein, la France était un point stratégique. Ah oui. Il a été démontré avec l'appartement de l'avenue Foch, un autre qui s'est suicidé d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelait, Bonnel, c'est ça, non, Brunel, ou je ne voudrais pas donner un faux nom, donc on vérifiera, mais ça ressemble à ça, qui pilotait le réseau français, etc. Donc on est dans un... Oui, non, mais vous avez raison à 150%. Vous avez tout dit dans la question. Voilà. Donc, c'était même pas une question d'ailleurs. Non, c'était pas une question. Mais c'est vrai, c'est pétri de bon sens et tout le monde le reconnaîtra. Alors, finissons cette interview avec votre actualité. On parlait de vos manifestations qui font du bruit, qui commencent à fédérer de plus en plus de gens multipartis. Ça, c'est votre grande force. Bravo, félicitations. Nous, ici, à Divergence, on est vraiment heureux de dire aux gens, allez aux manifestations de Florian Philippot parce que c'est bien ce que vous faites. Bravo. Et encore, je vais vous dire, vous dites multiparti, c'est vrai. Mais si tous les partis qu'on invitait venaient, ce serait encore plus multiparti. Ah oui, mais enfin bon, vous avez dit, il y en a certains qui sont en vacances, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Vous ne pouvez pas les attendre à manifester et puis être en vacances. Alors, vous avez une manifestation ce samedi-là, c'est quand la prochaine? Et quelles sont les actualités aux Patriotes? Alors, on a fait tout ce week-end là. La manif, c'était dimanche, la nationale, et puis on avait samedi et dimanche, il y en avait 12 en France à l'initiative des Patriotes. Bravo à nos militants, à nos référents qui ont organisé tout ça. Et puis la manif nationale, il y avait objectivement beaucoup de monde. Il y a même plus de monde qu'à la dernière fois où j'étais déjà surpris par le monde. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ancre là. Et effectivement, on a donné la parole à tout le monde. Et puis ceux qui ne veulent pas venir alors qu'ils sont invités, c'est bien dommage pour eux. Mais nous, on invite tous les souverainistes. Pour le reste, moi, je suis là. J'ai beaucoup de déplacements cette semaine. Je vais à Quimper ce mercredi. Je vais à Lyon ce samedi. Les gens peuvent encore s'inscrire, c'est entrée gratuite. C'est un meeting. Sur le site des Patriotes, il y a le lien d'inscription. N'hésitez pas, il reste des places et il y aura beaucoup de monde. Et puis, on va faire ce qu'il faut pour aller vers les événements du mois de mai. C'est-à-dire le 9 mai, on va faire sa fête à l'Europe, comme tous les ans. Mais là, on va innover, vous allez voir, puisque les européistes fêtent l'Union européenne le 9 mai. Ils fêtent d'ailleurs une déclaration d'un certain Schuman, Robert Schuman, qui avait été frappé d'indignité nationale, je le rappelle, à la Libération. Bon, mais c'est leur héros. Et puis le 29 mai, ce sera les 20 ans du référendum. Et nous allons aussi préparer quelque chose d'assez grandiose pour rappeler que, voilà, non, c'est non. Bref, donc ça va être la grosse actualité du mois de mai. Et puis, on va continuer de batailler sur la paix parce que je pense qu'on est cette semaine dans une semaine décisive. Oui. Là, on est dans le moment de vérité. Hein. Même si on le dit quasiment toutes les semaines, on dit que c'est la semaine décisive, je pense que quand même on y arrive à cette fameuse semaine. Là, à mon avis, c'est décisif parce que vous avez Trump qui a vraiment envie d'aller très très vite maintenant et qui a un accord. Faire autrement. Pardon? Il ne peut plus faire autrement. Il arrive à ces fameux 100 jours. Il y a déjà, ça devait déjà être 24 heures, ça devait être un mois, c'était devenu 100 jours. Il ne peut plus faire autrement. Il est obligé de clôturer le dossier. Mais moi, vous savez, je ne le blâme pas parce que je pense que c'est extrêmement compliqué et qu'il prend la suite d'une administration qui allait à 180 degrés dans l'autre sens. Donc, faire machine arrière alors qu'il est là depuis le 20 janvier, je trouve que c'est quand même assez remarquable. Mais en tout cas, il a un plan de paix. Et en face, vous avez les dingos de l'Union européenne, Macron, etc., qui sont vraiment sur l'inverse total. Je rappelle que hier soir encore, le nouveau chancelier allemand Merz, qui est quand même très inquiétant lui, a dit, il a demandé instamment à Zelensky de refuser de signer tout accord de paix qui a des concessions territoriales pour l'Ukraine. Or, dans le plan de Trump, il y a des concessions territoriales, notamment la Crimée. Alors on va arriver au dur, on va arriver au clash entre les partisans de la paix et les partisans de la fuite en avant vers la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est le moment où il faut faire pencher la balance dans le bon sens, c'est-à-dire du côté de la paix. Et donc on ne va pas du tout lâcher le morceau. Ça va être une de nos grosses activités. Je n'ai pas encore de date de manifestation ou autres événements à vous annoncer maintenant. C'est un peu tôt parce qu'on vient de sortir de la précédente. Mais on aura l'occasion de vous le dire. Ouais, et nous, on relaiera avec grand plaisir pour les auditrices et les auditeurs et qui sont le 30 avril, jour de mon anniversaire, chers amis, dans ma région natale, la Bretagne, à Quimper. Donc, allez rencontrer Florian Philippot. C'est à quelle heure et c'est où? Peut-être on va le mettre en lien. Vous le savez? Alors, c'est à Quimper. J'ai plus l'adresse exacte, mais je peux vous envoyer le lien après. Vous pouvez le mettre dans. Et voilà, je mettrai sur la vidéo. Et c'est à 19h et c'est entrée gratuite. C'est ouvert à tous. Et ben voilà. Et donc, on va être 19h si vous êtes en Bretagne, autour de Quimper. Je pense qu'on va être environ 500.
Très bien. Et je penserai bien à vous, en tout cas. Merci, et puis on pensera à votre anniversaire. Merci beaucoup. À très bientôt sur Divergence. Florian Philippot, merci. C'était absolument passionnant. Un scandale d'État. En tout cas, cette affaire Betaram. On se retrouve pour d'autres épisodes cette semaine. Et puis, on finira la semaine comme toutes les semaines avec Xavier Moreau, avec Nicolas Mirkovic, dans Divergence, l'actualité de la semaine internationale. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.